Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, c'est un compromis qui pourrait permettre une sortie de crise. Isaac Zida est maintenu au poste de Premier ministre du Burkina Faso, mais perd le portefeuille de la Défense. Réaction mitigée au Rwanda au lendemain du vote du Parlement en faveur d'une révision constitutionnelle. Entre soulagement et déception, gros plan dans ce journal. Et puis réouverture du musée du textile égyptien. Une bouffée d'oxygène pour les secteurs touristiques qui représentent 10% du PIB et fait vivre plus de 3 millions d'Égyptiens. Mais avant de développer ces titres, c'est une véritable tragédie. Plus de 300 personnes ont été blessées ce vendredi dans une collision entre deux trains de banlieue dans le sud de Johannesburg, en Afrique du Sud. L'accident s'est produit en pleine heure de pointe alors que les trains étaient bondés de voyageurs quittant le centre de la capitale économique pour des banlieues résidentielles. Selon les premiers éléments de l'enquête, le déraillement d'un train serait à l'origine du drame. Le blocage politique semble se dénouer au Burkina Faso. Dans un discours à la nation, le président Michel Kafando a fait des propositions de sortie de crise. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, contesté, est maintenu à son poste, mais perd un portefeuille très important, celui de la Défense. Les explications de Idulette Mirabel Bissou. Au Burkina Faso, le président de la République, Michel Kafando, dans son adresse à la nation le 16 juillet 2015, a décidé de maintenir le Premier ministre Isaac Zida à son poste. La démission du Premier ministre demandée par le RSP, régiment de sécurité présidentielle, a créé une crise au sommet de l'État depuis le 28 juin 2015. Cette mesure du chef de l'État intervient à 3 mois de l'élection présidentielle. Le président appelle les populations au calme pour des élections paisibles dans le pays. J'ai décidé de maintenir le Premier ministre en poste, convaincu qu'à 3 mois des élections, tout bouleversement à ce niveau ne ferait que perturber la saine préparation des élections, avec pour risque majeur d'allonger les délais de notre engagement à organiser le scrutin à bonne date. Après la médiation du président Michel Kafando auprès des différents protagonistes et les conclusions des travaux du cadre de concertation des sages, le président de la République a scindé en 2 départements le ministère en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. En outre, le ministère de la Défense est désormais sous le contrôle du chef de l'État. Il se trouve qu'au sein de la société civile, nous sommes pour le principe. Est-ce qu'aujourd'hui, le Premier ministre a posé des actions aujourd'hui allant dans le sens de trahir l'idée ou la vision pour laquelle il est là-bas, il est Premier ministre aujourd'hui? La réponse est non. C'est non dans la mesure où il se bat aujourd'hui pour que nous ayons les élections libres et transparentes le 11 octobre. Je pense que c'est ce qui est important. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des élections libres et transparentes. En ce qui concerne le code électoral, le président Michel Kafando a indiqué que le Burkina Faso se conformera à la décision de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'adresse à la nation du président de la République, très attendue par la population, a été bien accueillie. Le pays des hommes intègres souhaite aujourd'hui réussir sa transition politique avec des élections transparentes en octobre 2015. La campagne électorale pour les élections communales du 31 juillet 2015 est officiellement lancée à Madagascar. 7321 candidats, dont 443 femmes, se disputeront les postes de maire de 1693 communes. Ces élections sont un premier test pour le pouvoir après 1 an et demi à la tête du pays. À noter la candidature de Lalao Ravalman, l'épouse de l'ancien président à la mairie de la capitale, Antananarive. Au Rwanda, sénateurs et députés se sont prononcés le 14 juillet 2015 en faveur d'une réforme constitutionnelle, ouvrant ainsi la voie à un 3e mandat du président Paul Kagame, un lourd revers pour le Parti démocratique vert. Explication avec Lizelsi Akizimana. C'est une première victoire pour le parti au pouvoir au Rwanda, mais une grande déception pour l'opposition qui est contre le 3e mandat du président Paul Kagame. Mardi 14 juillet, le Parlement a voté à l'unanimité son soutien à la pétition signée par environ 4 millions de Rwandais. Une pétition qui plaide en faveur de la modification de l'article 101 de la Constitution, limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ce qui permettra à l'actuel président Kagame de se représenter à l'élection présidentielle de 2017. 3,7 millions de Rwandais issus de différents milieux sociaux et régions du pays ont parlé.
Nous sommes ici leurs représentants et n'avons d'autre choix que d'écouter leurs souhaits. Du côté de l'opposition, c'est la grande déception. Le Parti démocratique vert du Rwanda est la seule formation politique qui se prononce contre un troisième mandat du président Kagame. Le PDG-PR avait même déposé une plainte au niveau de la Cour suprême pour empêcher toute révision de la Constitution. On avait porté une plainte à la Cour suprême pour arrêter le Parlement de ne pas valider les pétitions de la population. Par l'article 193, on peut modifier l'article 101 pour donner la chance au président de la République de continuer dans le troisième mandat. Alors pour nous, on disait que ce n'est pas la vérité parce que l'article 193 peut seulement changer la longueur du mandat. À partir de 7 ans, ça peut être changé à 5 ans ou bien à 10 ans, mais pas les 2 mandats pour aller à la troisième mandat. Des amendements de la Constitution devront encore être votés. Une nouvelle Constitution sera ensuite soumise à la population à travers un référendum. Porté par son parti, le FPR, Front patriotique rwandais, Paul Kagame, qui est considéré comme l'homme fort du Rwanda depuis la fin du génocide en 1994, a été élu chef de l'État en 2003 avec 95% des suffrages, puis réélu en 2010 à 93%. Il souhaite ainsi se représenter en 2017. Dans le reste de l'actualité, coup d'envoi ce samedi 18 juillet de l'opération Africa Green Challenge, une initiative de Christine Kelly, désignée marraine des Jeux africains 2015 à Brazzaville et qui consiste à sensibiliser la population à la sauvegarde de la planète. Il est à cet effet prévu ce samedi la plantation de plus de 3000 arbres à Brazzaville, au cœur du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète, en présence de nombreuses personnalités sportives et culturelles. Culture à présent justement, le musée du textile égyptien a réouvert ses portes ce 15 juillet 2015 à un soulagement pour les autorités mais également pour les visiteurs. Il faut dire que ce joyau de la capitale égyptienne est l'une des principales attractions touristiques du pays. Les précisions de Dio Gracias Podo. D'un coût estimé à plus d'1 million de dollars, la restauration du musée du textile du Caire est enfin achevée. Durant les 3 mois de fermeture pour cause de travaux, ce joyau de la capitale égyptienne a été entièrement réparé avec notamment des changements opérés au niveau du sol, des murs ou encore de l'éclairage. Avant les travaux et la réouverture, le 15 juillet 2015, l'humidité avait entraîné des fissures graves qui risquaient de détruire ce patrimoine culturel, l'une des attractions du pays. Il y a des textiles égyptiens datant de l'ère des grands pharaons, de l'époque romaine, tout comme on y trouve des textiles coptes et islamiques. Ainsi donc, ce musée est l'un des symboles de l'Égypte et de sa civilisation. Il y a également une section consacrée aux outils qui étaient utilisés dans la fabrication des différents textiles. Et si vous les regardez bien, vous verrez que ce sont les mêmes outils qui étaient utilisés au cours de l'époque des pharaons. La civilisation égyptienne est la plus ancienne et à tous les niveaux. Aujourd'hui, il n'existe aucun exemple de civilisation, de culture ou même de sport qui n'a pas de racines égyptiennes. Au cours des travaux de restauration, les différents niveaux de sécurité ont également été revus et renforcés, que ce soit en matière de protection des visiteurs ou même celle de la prévention et de la gestion d'incendies. En outre, à l'ouverture du musée, une centaine d'artefacts restaurés ont été célébrés et beaucoup reste encore à faire selon les autorités égyptiennes déterminées à conserver et restaurer les sites historiques et centres culturels de leur pays. De quoi susciter l'intérêt des visiteurs, notamment les touristes. Je fréquentais régulièrement cette rue, en particulier le musée du textile qui est resté fermé pendant 3 mois. Je suis venue aujourd'hui par curiosité pour voir les travaux qui ont été effectués ici. Je remarque qu'il y a beaucoup de changements, y compris au niveau du plancher et de l'éclairage. L'accent a été également mis sur d'autres éléments importants. C'est plutôt une bonne chose. En Égypte, le textile représente une véritable richesse nationale. Si au musée, ce sont des tissus plus anciens qui sont aujourd'hui exposés, en dehors de ce cadre, c'est une vaste activité qui se développe avec près de 2 millions d'acteurs, soit 20% de la population active. Ce musée inauguré devrait également participer aux recettes générées par le tourisme, un secteur qui représente près de 10% du PIB et fait vivre directement pas moins de 3 millions de personnes. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.